Je m'appelle Ophélia Gaudin, je suis épidémiologiste et chercheur à la Fondation Fondamentale. Et pour cette conférence, je vais parler du syndrome métabolique, de ses facteurs de risque et de ses conséquences dans les maladies psychiatriques. Je suis ravie d'être ici, je suis ravie de pouvoir vous montrer un petit peu l'ensemble de mon travail de ces dernières années à la Fondation. Donc, comme disait Marion, je vais vous présenter mes analyses sur le syndrome métabolique chez les individus atteints de troubles psychiatriques. Alors, comme on le sait déjà, la principale cause de mortalité dans les maladies psychiatriques, ce sont les maladies cardiovasculaires, bien avant le suicide. Et les études ont par ailleurs suggéré que l'espérance de vie des individus atteints de maladies psychiatriques était diminuée de 10 à 15 ans comparée à la population générale, et ce, en particulier dû à ces maladies psychiatriques, à ces maladies cardiovasculaires, pardon. Aujourd'hui, moi, j'ai focalisé mon topo sur le syndrome métabolique. Pourquoi? Parce qu'en population générale, on sait que c'est un important facteur de risque de pathologie cardiovasculaire et diabète. Donc, les individus qui présentent un syndrome métabolique, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire et jusqu'à 5 fois plus de risque de développer un diabète de type 2. Alors, ce n'est pas une maladie en soi, hein, mais ça représente plutôt un ensemble d'anomalies métaboliques qui va prédisposer aux maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont des troubles asymptomatiques avec des valeurs seuil qui sont inférieures au seuil pathologique, et c'est l'association de ces désordres qui constitue un danger pour les individus. Avec l'idée toujours, autour de ce syndrome métabolique, de définir des groupes de sujets qui seraient à risque de développer une maladie cardiovasculaire. Alors, il y a eu tout plein de définitions depuis la première proposée par l'OMS en 1998. Ici, je vous ai présenté celle de la Fédération internationale du diabète, qui est plutôt assez utilisée dans la littérature. Et donc, aujourd'hui, on considère qu'un individu présente un syndrome métabolique s'il a au moins 3 des critères suivants. Donc, des chiffres de pression artérielle élevés, une obésité abdominale, des taux élevés de triglycérides, des taux de bon cholestérol bas, ou une glycémie élevée. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la prévalence du syndrome métabolique dans la population? Alors, bien sûr, ça va dépendre de la définition qu'on utilise, et puis des caractéristiques de la population, le sexe, l'âge, mais d'une manière générale, on estime que la prévalence du syndrome métabolique, elle est plutôt autour de 25-30% aux États-Unis. En France, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur le sujet. En 2003, il y a l'étude Désir qui a publié un article sur 5200 sujets âgés de 30 à 65 ans et qui montre une prévalence du syndrome métabolique autour de 10% chez les hommes et de 7% chez les femmes. Un peu plus tard, il y a l'étude Symphonie qui, cette fois-ci, a travaillé sur un très large échantillon avec plus de 100 000 individus âgés de 18 à 80 ans et qui montre une prévalence de 10,2% chez les hommes et de 6,1% chez les femmes. Et puis, il faut un petit focus sur les moins de 40 ans. Et je trouvais ça intéressant parce que les individus atteints de schizophrénie dans les centres experts, ils sont plutôt jeunes, avec un âge moyen autour de 30 ans. Et là, ils trouvent une prévalence de 5% chez les hommes et de 2,2% chez les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette prévalence dans les maladies psychiatriques? Eh bien, les études, elles suggèrent qu'elle serait 2 fois plus élevée qu'en population générale. Il y a une grosse méta-analyse assez récente qui montre une prévalence autour de 37,3% chez les individus atteints de schizophrénie. Et puis, globalement, on retrouve le même ordre de grandeur dans les prévalences pour les individus atteints de troubles bipolaires et puis pour les individus atteints d'épisodes dépressifs majeurs, donc 33% pour les troubles bipolaires et 31,3% pour les individus avec un épisode dépressif majeur. Et puis, il y a un petit focus sur les pays et dans les troubles bipolaires qui montrent vraiment une grosse variation en fonction du pays, avec 30% en Europe et jusqu'à 64% en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis, jusqu'à présent, il n'y avait pas de données françaises. Donc, c'est le projet qu'on a voulu mener au sein de la Fondation Fondamentale. Et grâce à vous, grâce à l'ensemble des données que vous collectez tous les jours, on a pu le faire. Je vous passe le petit blabla sur l'intérêt des centres experts et sur les journées types. Je pense que vous connaissez mieux que moi, pour aller directement aux résultats. Donc, sur un échantillon de 240 individus issus des centres experts fondamentaux de la schizophrénie, avec un âge moyen de 31 ans, on a pu montrer une prévalence de 24,2%, avec plus de 50% des individus qui étaient en surpoids, 40% qui avaient une obésité abdominale, 20% une glycémie élevée, 28% des taux de triglycérides élevés, 42% des taux de bon cholestérol bas
et 35% d'hypertension. Donc des prévalences relativement élevées pour chacun des composants du syndrome métabolique. Dans les troubles bipolaires, on a pu cette fois-ci travailler sur un échantillon de 654 individus. Les sujets sont plus âgés, il y a une moyenne d'âge plutôt autour de 41 ans. Et cette fois-ci, on observe une prévalence du syndrome métabolique autour de 20%, donc à peu près comme pour la schizophrénie, avec encore une fois plus de 50% des sujets qui sont en surpoids, et puis une forte prévalence de l'ensemble des paramètres du syndrome métabolique, donc 36% d'obésité abdominale, 16% de glycémie élevée, 30% quasiment d'hypertriglycéridémie, 33% de taux de cholestérol bas et puis 35% d'hypertension. En avant-première, je vous montre les résultats dans la dépression résistante. C'est des résultats tout frais qu'on vient de terminer avec Jamila, qu'on n'a pas encore publiés. C'est intéressant parce que autant il y a énormément d'articles et de littérature sur l'épisode dépressif majeur, l'obésité et le syndrome métabolique, autant il y a vraiment rien, quasiment rien. On a trouvé une étude sur la dépression résistante sur un tout petit échantillon de 50 patients et qui montrait une prévalence de 40%. Donc du coup, là, on a pu travailler sur un échantillon de 205 individus atteints de dépression résistante et on observe une prévalence de 38%, donc qui est vraiment largement supérieure à ce qu'on observait en schizophrénie et dans les troubles bipolaires. Alors c'est vrai que les individus sont plus âgés, hein, l'âge moyen il est de 54 ans, mais si on creuse un peu, on voit que même chez les moins de 40 ans, on a une prévalence qui est élevée et qui est autour de 30%. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, là, je vous ai montré vite fait les différences entre les hommes et les femmes. On voit qu'avant 40 ans, il n'y a pas vraiment de différence. Et puis qu'après, plus on avance dans l'âge et plus la prévalence du syndrome métabolique elle est plus élevée chez les hommes comparée aux femmes. On s'est aussi intéressé à la prise en charge des comorbidités dans les maladies psychiatriques. Et donc ici, je vous ai présenté le pourcentage de personnes traitées, donc en bleu, et non traitées pour leur pathologie. Et on voit bien que 2/3 des patients ne sont clairement pas correctement traités pour leur pathologie cardio-métabolique. Alors c'est un peu moins vrai pour la dépression résistante. Je vous ai pas mis les résultats là, mais en tout cas en ce qui concerne le diabète, ils sont plutôt bien pris en charge. Il y a plus de 80% des patients qui sont pris en charge. Mais pour l'hypertension et pour l'hypercholestérolémie, on retrouve des chiffres à peu près équivalents. Alors bien sûr, on s'est intéressé aux facteurs de risque, aux facteurs associés à ce syndrome métabolique dans chacune de nos populations d'études, avec l'idée de se dire que peut-être qu'on allait pouvoir mettre en évidence des groupes de sujets pour lesquels il allait falloir avoir une attention particulière ou pouvoir mettre en place un certain nombre de stratégies ou d'interventions. Et donc, on a pu montrer notamment que les hommes avaient 2 fois plus de risques de développer un syndrome métabolique. Je vous ai illustré les résultats avec l'âge dans la dépression résistante, mais on a exactement le même genre de relation pour les troubles bipolaires et pour la schizophrénie. En ce qui concerne les caractéristiques de la maladie, il n'y a pas grand-chose. On observe tout de même que plus la maladie est longue et plus on a une prévalence du syndrome métabolique qui est élevée, que ce soit dans la schizophrénie et dans les troubles bipolaires. Dans les troubles bipolaires, on a pu voir aussi avec Pierre-Alexis Geoffroy que les individus bipolaires qui avaient des caractéristiques saisonnières de leurs épisodes, ils avaient plus de perturbations métaboliques. On a montré que les individus avec un antipsychotique atypique avaient 2 fois plus de risques de développer un syndrome métabolique. Avec Bruno, on s'est aussi intéressé au sommeil, au chronotype et au syndrome métabolique. Et on a montré que les individus qui avaient des troubles du sommeil ou qui étaient plutôt du chronotype du soir, ils avaient plus de perturbations métaboliques. Et puis pour finir, avec Guillaume, cette fois-ci c'était une étude longitudinale où on s'intéressait aux facteurs associés à la forte prise de poids, qui est très liée au syndrome métabolique. Et on a montré que les individus qui avaient une dépression caractérisée à l'inclusion, ils avaient 4 fois plus de risques de développer, d'avoir une forte prise de poids au cours du suivi de 1 an. Alors comment est-ce qu'on explique ces prévalences si élevées dans la population des individus atteints de maladies psychiatriques? Un des facteurs aggravants, c'est bien sûr le mode de vie délétère. Hein. Souvent, ils ont des mauvaises habitudes alimentaires, souvent ils font peu d'activité physique. Il y a aussi une forte consommation du tabac dans ces populations-là, avec plus de 50% des patients schizophrènes qui fument, par exemple, dans nos échantillons. Mais c'est la même chose dans le centre expert bipolaire. C'est 3 fois plus que ce qu'on peut voir en population générale.
Il y a bien sûr le rôle des traitements, avec un rôle qui est plus ou moins variable en fonction des molécules. Maintenant, on commence à bien connaître l'impact des antipsychotiques atypiques, à la fois sur la prise de poids, mais aussi sur l'aggravation du profil lipidique et du profil glycémique. Mais finalement, même avant l'introduction de ces antipsychotiques, on observait déjà plus d'anomalies du métabolisme des glucides dans les populations schizophrènes qui ne prenaient pas de traitement, et également plus de facteurs de risque cardiovasculaire chez les sujets bipolaires qui ne prenaient pas de traitement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une réelle susceptibilité à l'apparition des troubles métaboliques dans les maladies psychiatriques. Et il y a des études qui suggèrent qu'il y a un certain nombre de mécanismes physiopathologiques communs entre le trouble métabolique et les maladies psychiatriques, et en particulier les perturbations endocriniennes, le dysfonctionnement de l'axe HPA, et puis et surtout, et vous en avez beaucoup entendu parler, le dysfonctionnement du système immuno-inflammatoire, et ça explique pourquoi on observe cette inflammation de bas grade si élevée dans les maladies psychiatriques, les comorbidités infectieuses et auto-immunes. Et puis il y a une étude qui a montré, qui regardait la temporalité des maladies somatiques et qui montre que l'obésité, les perturbations métaboliques endocriniennes, elles existaient avant le début de la maladie dans une cohorte de jeunes patients atteints de troubles bipolaires. Alors, quelles sont les conséquences de ce syndrome métabolique chez les patients atteints de maladies psychiatriques? Alors bien sûr, il y a des conséquences sur la mortalité cardiovasculaire, on en a parlé au tout début, mais il y a aussi des conséquences psychologiques. Perte de l'estime de soi, isolement social, la dépression, et tous ces facteurs peuvent entraîner l'arrêt du traitement, et on sait bien qu'une mauvaise adhérence, c'est un des facteurs prédictifs qui est dans les rechutes chez les individus atteints de maladies psychiatriques. Donc il y a également des études qui se sont intéressées aux conséquences et qui montrent des résultats sur les conséquences du syndrome métabolique ou de ses composants sur le fonctionnement cognitif, en particulier le rôle du diabète sur les fonctions cognitives globales, et avec 3 domaines qui ont été mis en avant: la vigilance, la vitesse de traitement et le raisonnement. Et puis là, je vous ai mis un autre article aussi qui montre que le syndrome métabolique dans son ensemble peut aussi impacter les fonctions cognitives. Alors, nous aussi, on s'est intéressé aux conséquences du syndrome métabolique. Cette fois-ci, on a travaillé sur un échantillon de 185 individus suivis pendant 1 an dans les centres experts fondamentaux schizophrénie. Sur cet échantillon, on observe qu'il y a à peu près 37% des individus qui font au moins une rechute dans le suivi. Et on a montré que les individus qui avaient un syndrome métabolique à l'inclusion, ils avaient 3 fois plus de risques de faire une rechute dans le suivi, comparé à ceux qui n'avaient pas de syndrome métabolique à l'inclusion. Puis bien sûr, on a pris en compte tout plein de facteurs de confusion potentielle dans l'étude. Alors ça, c'est vraiment que le début. Finalement, maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus de données longitudinales, on va pouvoir aller creuser toutes ces relations-là. Et dans les prochains projets qu'on a tout frais, on va essayer d'aller prédire la survenue du syndrome métabolique chez les individus qui n'ont pas de syndrome métabolique à l'inclusion au long cours, en fonction des caractéristiques cliniques, mais aussi en fonction des caractéristiques biologiques et génétiques, maintenant grâce à Psycho. Pardon. On va aussi s'intéresser à l'impact potentiel du syndrome métabolique et de ses composants sur les fonctions cognitives. Voilà, donc j'espère vous avoir tous convaincus que la santé mentale et la santé physique étaient indissociables. Les individus atteints de maladies psychiatriques ont très souvent des maladies somatiques associées, et on vient de le voir, il y a notamment une forte prévalence du syndrome métabolique. J'espère vous avoir aussi convaincu qu'il faut dépister systématiquement et surveiller en routine le syndrome métabolique, les composantes et les autres facteurs cardiovasculaires, les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et pour ça, il va falloir essayer de décloisonner un peu les soins somatiques d'un côté et la psychiatrie de l'autre. Et je vous invite tous à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer la prise en charge des patients et des paramètres cardiométaboliques des patients autour de chaque centre expert. Je sais qu'il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place. Je sais que par exemple à Fernand-Vidal, il y a un programme d'éducation thérapeutique du patient autour du syndrome métabolique avec des composantes nutrition, avec des composantes sur le sommeil et sur les chronotypes. Je trouve que c'est une super initiative et que ça vaudrait le coup de l'évaluer et potentiellement de le déployer dans d'autres centres. Voilà, et puis il faut continuer de promouvoir l'éducation des patients qui bien souvent ne sont pas du tout au fait de leurs risques cardiovasculaires, qui aussi bien souvent n'ont pas de médecin traitant, et puis continuer de former, de remobiliser l'ensemble des professionnels de santé autour de ces questions.
Et puis voilà, et puis bien sûr continuer les recommandations sur les bonnes pratiques, donc les habitudes alimentaires, l'exercice physique, la diminution de la consommation de tabac, et puis les interventions non pharmacologiques qui vont prendre en compte à la fois les stratégies comportementales, l'exercice, les conseils nutritionnels, et qui ont fait vraiment leur preuve à la fois sur la diminution du poids, mais aussi sur le fonctionnement global des patients. Voilà, je vous remercie, et puis je voudrais faire un petit big up particulier à l'équipe d'Hakim et à Guillaume et Bruno avec qui je travaille depuis très longtemps sur toutes ces données. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la place à Geneviève. Alors tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Et également un grand bravo pour cette structuration formidable de ce réseau qui est vraiment un exemple qu'on suit avec envie devant un tel succès et devant ce rassemblement national et surtout cet établissement de cohorte qui permet d'avoir des résultats qui sont à la pointe de la littérature et des questions qui se posent actuellement. Et donc l'élément qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est finalement un dialogue entre des spécialistes d'organes, même si l'organe de la psychiatrie est un petit peu ténu, mais vous allez voir que finalement, au cours du syndrome métabolique, eh bien, il y a une prise en compte de plusieurs organes, puisque ce sont des atteintes qui sont premièrement ténues. Vous avez vu les chiffres limites, hein, le nombre de personnes qui ont 130 mm de mercure de pression artérielle systolique dans la pièce sont probablement très nombreux. On verra que la définition du surpoids également est un élément qui peut faire basculer beaucoup de monde dans le syndrome métabolique. Et on verra aussi qu'on n'a pas besoin de la superobésité pour être potentiellement à risque. Alors, l'élément est d'autant plus d'actualité qu'on est dans un environnement dans lequel on a à faire face à une véritable épidémie d'obésité qui s'associe aux pathologies associées et notamment aux pathologies métaboliques. Et le corollaire sont les cardiopathies et les maladies cardiovasculaires plus généralement. Et que notre problème actuellement est de traiter une maladie qui est générée quelque part par notre environnement, par nos modes de vie sédentaires, par l'industrie finalement, par la malbouffe, etc. Enfin, tout ça, on le sait par cœur, mais qui va toucher d'emblée plus spécifiquement des populations fragiles, à niveau socio-économique plus bas, et qui sont, je dirais, doublement impactées. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que cette population, elle aura un niveau de compréhension, un niveau de prévention et un niveau de remédier à tous ces facteurs qui sera probablement un petit peu compliqué, et dans le dialogue, c'est un élément à prendre en compte. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée dans l'une des diapositives, qui était le fait de dire, bon, vous avez une population jeune. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais donc j'ai compris que bon, vos populations de schizophrènes sont jeunes. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent quand ils sont plus vieux. Ils sont toujours schizophrènes, j'imagine. Ils vieillissent, j'imagine. Mais vous avez une population de dépression sévère et ceux-là sont plutôt âgés. Et notre problème, nous, c'est que l'obésité, elle s'associe à un risque d'insuffisance cardiaque. Et quand les sujets deviennent âgés, alors on a toujours tendance à reculer l'âge quand on est derrière un micro. Donc, déjà dès 60 ans, on a un risque d'insuffisance cardiaque qui augmente, lié simplement à l'âge et un élément de rigidité du muscle cardiaque. Et c'est un élément qui est un peu compliqué à mesurer puisque la fraction d'éjection, qui est cet élément d'évaluation de la force contractile du myocarde, est normale. Donc c'est un nouveau concept qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui va concerner nos patients parce qu'on est bien démunis. Si vous les envoyez vers un cardiologue entre guillemets lambda, il va vous dire tout va bien, il est essoufflé, il est gros, mais son cœur va très bien, il se contracte bien. Donc là, c'est un peu difficile. Alors, vous avez vu les chiffres limites qui vous ont été donnés pour définir le syndrome métabolique, et je ne vais pas revenir sur ces excellentes définitions, mais moi je crois que ce qui est important, c'est de tenir compte de la trajectoire d'un individu, et on en parlait encore ce matin avec Marion, et c'est très important parce que si on a toujours pesé 70 kilos, finalement on a un environnement 70 kilos, mais si on a pesé 50 kilos à 20 ans et qu'on pèse 60 kilos à 40 ans ou 50 ans, et qui n'a pas pris 5 à 10 kilos de nouveau, eh bien le risque augmente. Et ça, c'est une étude très récente qui montre que, à la fois chez les femmes et chez les hommes, vous voyez que dès la barre des 5 kilos, le risque
tout confondu, c'est-à-dire là, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de mort de toute cause finalement, augmente si on a pris plus de 5 kilos. Évidemment, le risque augmente au fur et à mesure du nombre de kilos à l'âge dit mûr. Alors là, c'est vraiment un élément qui est important, parce que cet élément de trajectoire est un élément important à prendre en compte. Et dans l'interrogatoire de vos patients, il y a un élément des fois un peu culpabilisant. Enfin, moi, je le vis toujours en me disant « Vous pesiez combien à 20 ans ?» Bon, quand ils s'en souviennent, ça ne fait pas du bien de se trouver confronté à leur réalité quotidienne. Et ça, c'est un élément, sur cet élément trajectoire aussi, qui m'a intéressée, parce que je voyais la mention des approches cognitives sur lesquelles c'est un des préludes à l'approche des pathologies psychiatriques, j'imagine. C'est difficilement dissociable de mon point de vue. Eh bien, on voit très bien que quand on a des chiffres de pression artérielle qui ont tendance à augmenter, et là vous voyez c'est des répartitions, c'est de valeurs de pression artérielle, et bien vous voyez que les éléments approchant la fonction cognitive diminuent au fur et à mesure que les chiffres de pression artérielle augmentent, au fur et à mesure que les chiffres de glycémie augmentent, au fur et à mesure que le cholestérol augmente. Et là c'est une étude qui a été faite sur un grand nombre de patients, pratiquement 3000 patients, et l'intérêt c'est que de nouveau c'était la trajectoire qui était évaluée sur 25 ans, et qui a montré que des modifications subtiles finalement de pression artérielle, des modifications subtiles de glycémie, des modifications subtiles de dyslipidémie vont avoir un risque sur le plan cognitif. Et on reste toujours dans le normal, et ça c'est un élément qui est vraiment important à prendre en compte. Donc avoir des éléments de référence, et ça c'est un outil formidable que vous avez à travers la structuration des cohortes. Alors il a été évoqué aussi qu'est-ce qui se passe avant la mise en route du traitement finalement, parce que est-ce que c'est la maladie qui induit le syndrome métabolique, est-ce que c'est la maladie, est-ce que c'est le syndrome métabolique qui aggrave la pathologie, est-ce que le traitement joue un rôle? Alors là c'est une étude que j'ai récupérée qui est récente, là un nombre de patients moins important, mais quand même qui montre des choses intéressantes. C'est que chez ces 113 patients qui sont suivis dans le cadre d'une schizophrénie, avant la mise en route du traitement, eh bien, on se rend compte que le pourcentage d'anomalies métaboliques est déjà élevé. Et vous voyez que l'élément qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les chiffres qui sont à peu près évoqués dans une population qui est différente et où on retrouve quelque part, principalement, dans tout ce que nous a montré Ophélia, c'était quand même le surpoids qui tirait le plus le syndrome métabolique. 50% de surpoids à peu près dans les chiffres, qu'on s'intéresse simplement au poids ou qu'on s'intéresse au périmètre abdominal. Et donc là, on retrouve exactement la même chose. Alors, ça se traduit comment finalement quand on regarde le risque cardiovasculaire chez les patients? Alors, c'est une autre étude, là, où volontairement j'ai éliminé le risque cardiométabolique, le risque de syndrome métabolique, mais sur lesquels on retrouve la finalité du risque cardiovasculaire. En gros, le risque est multiplié par 2, qu'on considère l'hypertension, qu'on considère la coronaropathie, qu'on considère l'insuffisance cardiaque, qu'on considère les AVC aussi, qui sont des éléments un peu perturbants qui vont venir aggraver les pathologies neurologiques. Et là, je pense que c'est un point qui est très très important parce que c'est votre angoisse, donc vous l'avez cité, mais quand on regarde finalement le taux d'incident, c'est une angoisse, c'est pas énorme, quoi. 20% d'hypertendus. Certes, la population globale pendant ce temps-là, c'est quand même des gros chiffres. Là, on est à 220 000 patients à Londres, dans de la pratique de soins primaires, donc on n'est pas dans des services de haute spécialité. Eh ben, vous allez me dire, 20% d'hypertendus, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais quand même, c'est 2 fois plus que la population ne présentant pas de pathologie mentale. 2,4% de coronaropathie, vous ne les verrez pas. Et ça, c'est un risque qui est ténu, mais il existe, il est multiplié par 2. Et donc, pour un patient donné, quand on lui dit qu'il faut faire attention, lui, il regarde quoi au final? C'est 100%. 100% s'il est aux soins intensifs avec un infarctus, ou 0% s'il y échappe. Et donc, c'est cette difficulté pour lesquelles nous n'avons pas encore les réponses qui sont
d'après un facteur d'argument, dans une approche bayésienne, de définir la population qu'il va falloir adresser ou chez laquelle il va falloir renforcer les mesures préventives, le dépistage de la maladie cardiovasculaire, etc. Alors, ce qui a été très très bien évoqué par Ophélia, c'est que le tabagisme est record et que là, moi je me retrouve quelque part dans le même message que, vous allez peut-être rire, que vis-à-vis des gynécologues qui disent ils préfèrent avoir une jeune femme qui fume et qui prend la pilule plutôt qu'une jeune femme qui ne prend pas les pilules et qui se retrouve enceinte. Alors, moi, je crois que ce message de dire on ne fait pas l'effort d'attaquer le tabac, ce message, il est difficile à percevoir, mais il y a des méthodes, et ces méthodes, elles doivent être... Il faut essayer de les mettre en place. Alors, bon, beaucoup d'arguments personnels et de pratiques médicales depuis un certain temps qui me font comprendre la difficulté de l'interruption du tabac, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que les professionnels de santé, à commencer par nous, les côtés cardiovasculaires et cardiométaboliques, du bon, ok, il est psy, donc on ne va pas se battre sur le tabac, c'est pas la peine. Et du coup, c'est une perte de chance. Les effets du traitement pharmacologique qui sont des éléments qui peuvent intervenir. Alors là, je ne suis pas complètement certaine sur l'impact réel indépendant sur la prise de poids, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont avec, et c'est très difficile de dissocier tout cela. Mais il y a un élément aussi sur les pathologies cardiovasculaires du fait que personne ne le voit. Alors déjà, une femme qui arrive avec une douleur aux urgences, il a fallu 10 ans pour qu'on crie sur toutes les radios qu'une femme qui a mal à la poitrine, on ne lui dit pas va prendre une douche chérie, ça ira mieux demain. Mais là, un patient psychiatrique, c'est vraiment difficile l'écoute, puisqu'on dit bon ok, c'est psy, c'est la douleur qui est mal décrite, etc. Et paf, on passe à côté d'un vrai problème. Et puis, pareil que pour le tabac, c'est qu'on se retrouve pour toutes les raisons qu'on a évoquées et que vous retrouvez qui sont explicités, on se retrouve dans une situation d'un management sous-optimal, je dirais, des conditions de comorbidité. Alors, ce qui est très important et ce qu'a pointé Ophélie et ce qui est noté dans cette étude, c'est que ces patients sont sous-traités, très, très, très mal traités. Si ils sont à moitié des doses attendues par rapport à celles que justifierait une pathologie cardiovasculaire, et seulement un tiers dans certains cas, notamment dans le cas de l'insuffisance cardiaque, reçoivent les traitements adéquats. Et là, c'est un élément qui est très important, sur lesquels il faut qu'on unisse nos efforts pour que vous focalisez pas uniquement sur le traitement psychiatrique, vous n'ayez pas peur des drogues qu'on emploie en cardio, que là encore, il y a un dialogue qui soit exprimé. Pourquoi ? Parce que les maladies cardiovasculaires, c'est un risque pour vos patients, mais pour nous aussi, dans nos pathologies cardiovasculaires, la dépression qui est quelquefois associée à l'angoisse de mort liée à un infarctus, la perte d'emploi, la perte d'estime de soi qu'on rencontre. Et si on prend 2 minutes pour discuter avec les patients, et j'ai un poste privilégié puisque je les mets dans une pièce noire, que je leur fais une écho et que je leur parle très très doucement, normalement ils font ressortir des choses du traumatisme de l'événement subi. Et j'emploie souvent ce terme, subi, parce que c'est brutal et parce qu'ils n'ont absolument pas désiré à un moment donné être face à face avec un cardiologue. Donc là, c'est un élément qui est important. C'est d'autant plus important qu'à un moment donné, notamment en 2016, les cardiologues se sont dit il faut inscrire ça dans nos recommandations. Et donc, je vous mets en référence ces recommandations où ils indiquent un score que, évidemment, aucun cardiologue ne connaît. D'ailleurs, j'ai demandé à Marion si c'était le bon score que vous utilisiez, le BDI. Mais en tout cas, c'est un élément sur lequel il faut qu'on travaille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mesures simples qui ne coûtent pas cher et qui font plaisir et qui font du bien à la fois à la tête et au cœur, comme l'exercice. Et là, c'est une étude relativement récente qui a été faite dans un groupe important de patients qui avaient une insuffisance cardiaque et qui ont été mis en 2 groupes. Un groupe dans lequel ils étaient pris en charge de façon conventionnelle et un groupe sur lequel on a mis en place un programme d'exercice qui n'était pas très compliqué parce qu'au final, on leur demandait de marcher. C'était pas très... Et vous voyez comment, et là je vous ai sélectionné uniquement le BDI, l'amélioration avec l'exercice et la quantité d'exercice total au bout de quelques mois, ça a fait du bien de marcher. C'est un élément qui est important. Et alors je ne vous dis pas, pour le cœur, c'est formidable. Alors, quand on regarde maintenant quels sont les éléments qui expliquent ce risque pour ce syndrome métabolique dans les pathologies psychiatriques,
Alors ça, c'est un document que j'ai récupéré d'une revue récente. Et c'est certainement pas dans cet ordre que je l'aurais mis, parce que les risques, c'est d'abord les risques de vie. On en a parlé déjà tout à l'heure, je ne vais pas réinsister, simplement pour dire que vraiment, ça, c'est la chose peut-être la plus simple, mais en même temps la plus difficile à faire. Celle qui coûte le moins cher, mais celle qui est la plus difficile en termes de modification d'habitude. Et chez nos patients qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, on a déjà du mal à le mettre en œuvre, et pour le mettre en œuvre, on les envoie dans des centres de réadaptation, parce que c'est difficile de leur dire, vous savez, vous mettez une paire de baskets, madame, et puis vous allez marcher 30 minutes par jour. Et ça, c'est 30 minutes, ah oui, je dis oui, mais peut-être même, ce serait mieux de marcher 1 heure, parce que vous n'avez pas encore 60 ans. Donc là, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, qui ne coûtent pas cher, mais qui sont impossibles à tracer, qui sont hyper importantes pourtant à rappeler, et peut-être que là, des projets autour d'objets connectés, etc., nous permettraient de pouvoir suivre nos populations une fois qu'on aurait réellement identifié le risque. Alors, l'autre élément sur lequel on va revenir, c'est toutes ces modifications immunométaboliques dans lesquelles beaucoup de choses rentrent, parce qu'effectivement, notre organisme, on est en interaction permanente avec l'extérieur. Donc, on peut même commencer par la peau, puisque maintenant, vous savez qu'il y a des crèmes avec du microbiote, enfin, c'est pas du microbiote, mais enfin, des trucs, des antibiotiques pour se protéger contre la pollution. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise, c'est formidable. Mais on a tout ça, on se protège de l'extérieur autant que possible, et l'extérieur, ça commence par la nourriture, donc ce qu'on a dans l'intestin, et puis ce qu'on voit, ce qu'on entend, les stress auxquels on est soumis. Et là, c'est vraiment, moi, mon approche personnelle, c'est que je suis contre la médecine d'organes, et donc, quelque part, on est des êtres debout, vivants, parlants en ce qui me concerne, et je vous parle avec mon cerveau, et mon cerveau envoie en permanence des messages à vous, j'espère, mais aussi à différents organes de mon corps, et le cœur étant l'organe de prédilection qui me tient debout, est un organe cible, mais d'autres organes, hein, le foie, l'intestin, hein, qui n'a pas eu quelque part ce qu'on appelle une crise de foie avant un examen, hein, pudiquement, et le rein, etc. Et là, on a 2 éléments qui sont importants, qui sont d'une part des stimulations neurologiques via le système parasympathique et sympathique, et des stimulations neuro-hormonales. Et là, je mets juste un petit focus, parce que c'est une diapositive compliquée, on peut rajouter toutes les cytokines du monde, mais il manque juste un truc simple, c'est la fréquence cardiaque. C'est que quand vous avez une stimulation dans le cadre du stress, surtout quand ce sont des stress aigus, réactivés, eh bien vous réagissez comment? Vous accélérez votre fréquence cardiaque. Et le tonus sympathique est un élément essentiel. Et ça, on le sait dans toutes les pathologies. Le taux de mort subite, le taux de risque de mort d'origine cardiovasculaire et le taux de mort dans la population générale est très étroitement lié au niveau de fréquence cardiaque. Et j'aime pas du tout les chiffres magiques, mais là, je vais vous en donner un. 70. Alors, c'est pas très compliqué de mesurer la fréquence cardiaque, vous n'avez pas besoin d'outils formidables, vous savez, vous regardez votre montre si vous avez encore une trotteuse, et vous mesurez, vous multipliez par 4 ce que vous avez mesuré pendant 15 secondes, et vous avez un chiffre qui vous donne un état de la fréquence cardiaque de votre patient et son suivi. Et donc, s'il est supérieur à 70 alors qu'il est supposé être au repos, et votre infirmière fait ça normalement dans vos hospitalisations, ben là, c'est un petit critère d'alerte. Et donc, il faut se poser des questions. Alors, excusez-moi, je refuse que la consultation soit inondée de patients qui ont une fréquence cardiaque supérieure à 70. Mais c'est simplement se dire, bon, là, j'intègre cet élément et je revois quels sont, à côté de cela, le niveau de pression artérielle, le niveau de surpoids, etc. Parce que ce cerveau enregistre en permanence des stress de la vie courante, quotidienne, les accumule, je pense qu'il y a un élément cumulatif qui est important, et les intègre et les envoie. Il les envoie à différents organes, mais un des éléments que je trouve intéressant, c'est qu'il les envoie également à des structures qui sont vitales pour nos cellules, qui sont les chromosomes, et la longueur des chromosomes est un indicateur d'âge. Et que quelque part, les maladies psychiatriques sont un moyen d'accéder à du vieillissement accéléré. C'est-à-dire que votre jeune schizophrène qui a 20 ans, eh ben, peut-être qu'il a 40 ans sur l'âge de ses artères, si je dois m'exprimer ainsi. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, parce que la maladie qui est développée, elle revient sur le cerveau, et donc on rentre dans ce cercle vicieux que vous aurez dit.
Et donc, c'est quelque part une nouvelle connexion sur laquelle on peut s'interroger, et beaucoup de personnes se sont interrogées, puisque vous voyez qu'il y a une littérature très très riche. Et là, c'est une diapositive que je dois à Elizabeth Blackburn, qui a travaillé sur la télomérase, qui est l'enzyme qui répare les télomères. Et vous voyez que toutes ces conditions qui vont d'un stress mineur perçu, mon patron m'a engueulé ce matin, ou alors c'est mon aide-soignante maintenant qui m'engueule, mais c'est pas grave, c'est du stress, on le reçoit, mais dans la vie de tous les jours, le métro, les agressions de la famille, jusqu'à des pathologies graves, eh bien, on se rend compte qu'on a un raccourcissement des télomères par rapport à une population qui est exempte de ces stress. Et donc, une idée folle, mais c'est un peu celle sur laquelle je travaille, c'est que quelque part, on a un lien permanent entre le cerveau et différents organes qui va induire du vieillissement prématuré, raccourcir les télomères et induire cette fameuse immunomodulation qu'on peut appeler immunosénescence, inflammation de bas grade, etc., mais qui va induire la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, augmenter le stress oxydant. Alors, on est dans le syndrome métabolique, et il y a un autre organe que vous avez oublié, qui est le gras. Le tissu adipeux, c'est un organe. C'est un organe qui va sécréter des substances, qui est donc un organe qui a une sécrétion locale et une sécrétion à distance. Et donc, vous connaissez très bien les adipokines, et la leptine, qui est un élément très très important de dérégulation de l'appétit, qui peut rentrer en compte dans les pathologies psychiatriques, est important à prendre en compte. Et là, nos définitions du syndrome métabolique ne sont pas suffisantes, clairement, parce que ce n'est pas la quantité de gras qui compte, c'est la qualité du gras et sa localisation. Alors, en gros, vous pouvez avoir une épaisseur de ça de gras sous la peau de l'abdomen qui va vous augmenter votre périmètre abdominal. Eh bien, vous êtes finalement très peu soumis à un risque métabolique. Inversement, si cette quantité de gras, elle est répartie dans la graisse au mental, donc graisse viscérale, et donc la graisse viscérale est un élément toxique, à ce moment-là, vous allez avoir une inflammation de bas grade qui va se développer, et vous allez être à risque de développer des pathologies comme le diabète, les pathologies cardiovasculaires. Et alors ce gras, quand on a ces problèmes de syndrome métabolique, il va se nicher jusqu'autour du cœur, et là on sait qu'on a vraiment un risque accru cardiovasculaire, parce qu'autour des vaisseaux et autour du cœur, c'est pas bon du tout. Alors, juste pour conforter ce que vous disiez sur le travail autour des facteurs de risque et des biomarqueurs, encore une étude récente qui conforte les pistes de travail que vous développez et dont Marion nous parle souvent, qui est qu'effectivement, on a des marqueurs d'inflammation qui vont de la CRP ultrasensible, jusqu'à des cytokines plus élaborées, et qu'effectivement, on a un risque entre chez les patients qui ont ces pathologies psychiatriques et le risque de survenue cardiovasculaire quand ces facteurs inflammatoires sont allumés. Maintenant, ce qui n'est pas très clair pour moi, est-ce que c'est vraiment la pathologie psychiatrique? Est-ce que c'est l'environnement métabolique? Alors évidemment, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'environnement métabolique qui le fait, mais enfin au final, de toute façon, c'est un seul bain et le patient en pâtit. Et je vais passer cette diapositive qui est un peu compliquée, peut-être que pas nécessaire, simplement pour vous dire que si on expose des souris à un régime riche en graisse et qu'on regarde finalement très peu de temps après ce qui se passe, premièrement, on se rend compte que ce stress métabolique leur fait prendre du poids et que dès 5 semaines, donc vous vous souvenez du film où il y avait cet acteur qui se nourrissait au McDo, dès 5 semaines, il a de la fibreuse dans le muscle cardiaque et il altère sa fonction. Donc ça, c'est le premier point, 5 semaines. Donc vous imaginez des années de mauvaise alimentation. Deuxièmement, ce stress métabolique va mimer de nouveau ce que l'on observe chez des patients très âgés. Donc on a un vieillissement cardiaque accéléré, donc ça rentre dans le cadre des complications. Troisièmement, on parle toujours de facteurs pro-inflammatoires. On a juste oublié un truc, c'est que le tissu adipeux sécrète aussi des facteurs pro-fibrosants, ce que le cœur n'aime pas du tout et que beaucoup d'organes n'aiment pas du tout. Et on a fait la preuve de concept, on s'est dit, si on accuse le gras, on vend le gras. Donc on a enlevé le gras viscéral, ce qui est facile chez la souris, beaucoup moins facile chez les patients. Et là, on restaure tout, c'est formidable. Donc on restaure une fonction cardiaque strictement normale. Donc ça, on est en train de travailler sur les éléments de dialogue entre ce tissu adipeux qui prend une proportion
excessivement importantes dans le cadre du syndrome métabolique et sur lesquelles la seule définition qui vous a été donnée par Ophélia ne nous suffira pas, mais là encore, vu le nombre de patients qu'on a à prendre en compte, c'est un petit peu compliqué. Alors l'obésité, excusez-moi, je reviens en arrière. L'obésité, c'est un problème indépendant, même quand on a un diabète. Et là, c'est une cohorte de patients qu'on suit et sur lesquels on s'est intéressé à la caractérisation phénotypique à partir des données d'échographie cardiaque de nos patients. Et on se rend compte que les patients qui sont les plus à risque dans la population de ces diabétiques sont ceux qui sont le plus obèses. Donc c'est vraiment un problème qui est important puisque c'est le facteur de risque numéro 1 qui ressort sur vos cohortes et c'est un traitement à prendre à bras-le-corps parce qu'on a une phase silencieuse très longue entre le moment où on a les atteintes subtiles, et je vais vous montrer comment on peut les détecter, jusqu'au moment où on a la vraie insuffisance cardiaque. Et là, il peut s'écouler 20, 30 ans, mais là, après, on n'a plus de solution efficace pour traiter ces patients. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Évidemment, on fait ce que vous faites déjà, c'est qu'on leur prend la tension, on les pèse, et puis on mesure la fréquence cardiaque, de nouveau, hein, ça, je pense que c'est un élément important. Mais on leur fait des échographies cardiaques et cette échographie cardiaque nous donne des renseignements très importants en termes de remodelage cardiaque, c'est-à-dire de taille des cavités, d'hypertrophie, qui sont des paramètres à risque, et de fonction. Donc comment se comporte le cœur de façon dans la contraction, mais comment il se comporte aussi dans sa relaxation. Et donc tous ces éléments, on est capable de les fournir. Et c'est un projet qu'on a avec Marion, d'aller un tout petit peu plus loin dans cette approche. Et surtout, on a développé des outils qui nous permettent d'aller apprécier la contraction régionale et de pouvoir prédire des anomalies très très précoces alors même que la fraction d'éjection est encore normale. Ce à la fois par écho et par IRM. Donc je finirai vraiment en disant que vous avez en face de vous quelqu'un qui est certes cardiologue, qui est devenu physiologiste et qui est convaincu qu'il faut sortir de sa spécialité d'organes, qu'on ne peut plus considérer un patient comme une pathologie somatique et sur lesquelles on se focalise sur l'organe. Je pense qu'il est indispensable qu'on ait en permanence l'environnement et donc l'environnement comportemental, l'environnement psychiatrique est un des éléments importants et dans ce dialogue, évidemment, que ces approches de clusters de pathologies sont importants. Pourquoi? Parce que ces clusters, ces réseaux de pathologies autour d'un syndrome métabolique, par exemple, sont associés à des clusters d'anomalies métaboliques au niveau cellulaire et que c'est tout ce travail que nous disséquons parce que peut-être que nous aurons finalement une seule cible thérapeutique. Voilà, alors je vous remercie encore de cette invitation et de cette occasion d'échanger avec vous et d'avoir pu commenter cette source très très précieuse de données qui est, à mon avis, loin d'être tarie. Merci beaucoup.